reviens où tu as commencé ton chemin. Éveille-toi à tes anciennes idées de demain. L'horreur cosmique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui m'attire à ce point dans ce type d'horreur ? Quand l'horreur en général ne m'a jamais réellement touché à ce point. J'ai pu te parler du calme avant la tempête, de la peur que nous procure l'inconnu et des conséquences psychologiques qu'engendrent ces mêmes horreurs. Il est temps pour nous, Alan, de revenir là où tout a commencé, au bord de l'abîme, aux portes de l'Alpha. Aujourd'hui, nous répondons à l'appel de Cthulhu. Je suis Red, ton investigateur du mythe. Bienvenue dans Enquête d'horreur cosmique. Bonjour Alan. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. La fête de la peur et de l'effroi. Donc tu l'auras compris, nous allons parler d'un jeu pourri. Qu'est-ce que je fous ici ? Comme ça, on est mieux. Bonjour Alan. Enquête d'horreur cosmique. Cette série est là pour te parler, Alan, de tout ce qui touche de près ou de loin à l'horreur cosmique dans l'art. Et c'est souvent de loin. La raison étant qu'il n'y a pas vraiment de jeu vidéo, à ma connaissance, qui soit digne, selon moi, du titre d'horreur cosmique. Je t'ai raconté jusqu'ici quelques histoires qui possèdent les caractéristiques essentielles d'une bonne œuvre d'horreur cosmique. Ethan Carter, par son enquête sur des homicides surnaturels et occultes avec sa juxtaposition du merveilleux. La planète de minuit de Doctor Who, par sa mystérieuse créature ésotérique qui restera une énigme jusqu'à la fin des temps. Hellblade, par sa représentation de la santé mentale et du combat quotidien de Senua face à celle-ci. Mais chacune de ces œuvres est incomplète. Hellblade et Doctor Who ne sont pas vraiment de l'horreur cosmique, et la disparition d'Ethan Carter est plus ou moins un drame psychologique. Je ne t'en avais pas vraiment parlé à l'époque, mais il y a un moment où on part dans les profondeurs des mines de Red Creek Valley, et on y invoque un simili Cthulhu. C'est très certainement un hommage, mais il fait sortir de l'histoire racontée pour ne pas ajouter grand-chose. Et il montre le monstre. Il y a d'autres pépites dont j'aurais envie de te parler. Amnesia de Dark Descent, Cloverfield, The Seeking City. Chacun de ces jeux aurait le droit à son propre chapitre. Mais celui dont on va parler aujourd'hui fait tout ce que je cherche à éviter. Donc allons-y, Alan. Que l'enquête commence. Dans Call of Cthulhu, nous incarnons Edward Pierce, un ancien militaire reconverti en détective privé, travaillant sur de nombreuses affaires dans la ville de Boston. Super, Alan! On va pouvoir visiter une grande ville de l'Amérique des années 20. Les premières automobiles, le début des années folles, et cette ambiance vieux vinyle et la fameuse prohibition. Désolé. Changement de plan. On part sur une île isolée au large de Boston. Donc, on peut oublier les automobiles, les festivités à la Gatsby. Par contre, bonjour les odeurs de vieux port et l'alcool à volonté. Et oui, on a même perdu la prohibition. Notre enquête se base sur la vie de la regrettée Sarah Hawkins, une peintre locale à la renommée occulte, qui a disparu dans l'incendie de son domicile avec son mari et son fils. Son père a reçu un tableau étrange quelque temps après cet événement. On y voit Sarah protégeant son fils contre un être à l'aspect humanoïde portant un symbole ésotérique sur le buste. Direction Darkwater. Capitaine Fitzroy nous fait un topo de Darkwater et nous envoie à l'entrepôt 36 que nous connaissons par le message envoyé avec le tableau. On y déduit que quelqu'un y vit et qu'un tableau du manoir des Hawkins a été déplacé jusqu'ici. L'officier Bradley nous demande gentiment de dégager des lieux et veut bien nous aider pour notre enquête. On part au manoir voir l'incendie. Mais il est minuscule, alors que les trois sont censés avoir péri. On utilise notre pouvoir d'investigateur de jeux vidéo des années 2014 pour découvrir les derniers instants de la famille. Le jeu est sorti en 2018.
Le gamin fait des cauchemars sur des monstres grotesques et les dessine, un peu comme sa mère, qui est réellement versée dans l'occulte, vu les bougies et les pentagrammes peints sur le sol de son bureau. Dans la réserve de tableaux de Sarah, il y en a un de Edward Pierce, trônant au milieu de la pièce, quand soudain, course-poursuite contre un cultiste. Non. Il a disparu sans laisser de traces. Peut-être un fragment de notre imagination ? Quoi qu'il arrive, le bureau de Charles Hawkins est maintenant ouvert et on y trouve ses affaires et un passage secret qui nous mène dans l'antre des cultistes que notre protagoniste connaît de par les rêves qu'il a fait avant même d'arriver à Darkwater. Oui, il a vraiment rêvé de ça. On est séparé de l'officier Bradley qui choisit de partir de son côté. On voit les cultistes en train de chanter un rite cthulhien. On parvient à se faufiler derrière eux et on tombe nez à nez avec d'autres cultistes, ainsi que Charles Hawkins, en chair et en tentacules, qui se débarrasse de l'officier Bradley, alors que Bradley était prêt à se faire une brochette de cultistes tout seul, tel un John Wick. Charles Hawkins entreprend donc, non pas de nous attraper, mais de faire s'écrouler le tunnel sur notre tête, ce qui s'avère ne pas être très efficace puisque nous nous réveillons à l'hôpital, l'Institut Riverside, sous les soins du docteur Fuller. Au fait, l'officier Bradley est vivant, il est venu nous faire un petit coucou. L'assistante de Fuller, Mary Colden, vient nous aider à nous échapper de cet asile. Nous tombons en chemin sur l'un des plus grands clients de Sarah Hawkins, Francis Sanders, qui a décidé de s'enlever la vue parce qu'il était traqué, d'après ses dires, par un monstre. Ce sont ses dernières paroles avant de se faire désarticuler par une entité invisible. On se retrouve au manoir avec l'officier Bradley et Mary Colden, devant un banc vert de Bourbon. L'officier n'a pas l'air de se rappeler de sa tragique perte de vie et nous informons Mary Colden des agissements du docteur Fuller qui drogue ses patients avec une sorte de liquide vert et un gaz plus que douteux. Nous rendons visite à la veuve Sanders et y apprenons l'existence d'un tableau nommé le Vagabond, qui serait relié au monstre qui a mis fin à la vie de son mari. Alors que nous sommes en chemin pour voir le tableau, ce même vagabond nous saute à la gorge pour essayer de nous manger tout cru. Plus qu'à trouver la bonne dague parmi la dizaine exposée dans ce musée privé chez les Sanders, en essayant de faire le moins de bruit possible et couper à travers cette toile pour bannir le vagabond, au moins temporairement. Nous nous rendons ensuite chez le marchand Algernon Drake, dans sa librairie sans nom, qui pourrait plus nous renseigner sur ce monstre dimensionnel. Il semble y avoir eu une effraction. En enquêtant un peu, nous nous rendons compte que le voleur cherchait le contenu du coffre-fort, caché derrière le tableau. Un jeu de pistes plus tard, nous trouvons un Necronomicon qui nous permet de nous transposer dans le corps de Mary Colden à l'Institut Riverside pour assister à son enlèvement par le docteur Fuller. Nous partons donc à sa rescousse, mais nous arrivons trop tard. Par contre, nous trouvons Sarah Hawkins, elle est prisonnière de Fuller elle aussi. Nous la trouvons totalement catatonique, ce qui ne va pas arranger notre affaire puisque Charles Hawkins sort de sa cachette pour nous attaquer précipitamment. Nous arrivons à le vaincre et nous nous enfuyons vers le manoir Hawkins. Alors que nous étions en train de monter un plan pour bannir le vagabond dimensionnel, la police vient nous arrêter pour avoir brûlé l'Institut Riverside. Et alors que nous avons une longue discussion avec une entité cosmique, Sarah et Drake réalisent le rituel de bannissement du vagabond. La ville est à feu et à sang, voyant apparaître des cas de zombification. J'avoue, j'ai pas vraiment trouvé mieux comme mot. L'officier Bradley vient nous ouvrir notre cellule et nous File un gun! Il est donc temps d'assouvir notre vœu de violence et de jeter des embarras. Quelques... Plus tard, nous découvrons que les chefs de culte étaient les 3 hommes de la photo découverte dans le bureau de Charles Hawkins. Le capitaine Fitzroy, le docteur Fuller et le propriétaire de cette photographie, Charles Hawkins lui-même. Tous étaient du culte du Léviathan, dont ils ont mangé, étudié et utilisé la chair à des fins multiples, mais surtout cultiques. Après une partie psychédélique, où le Léviathan essaye de nous empêcher d'atteindre Sarah Hawkins,
nous nous retrouvons à bout de falaise, à marcher à tâtons vers le rituel final. La maîtresse de cérémonie, qui n'était autre que Sarah Hawkins. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ultime choix, celui qui déterminera l'avenir de l'humanité. Allons-nous la sauver ou faire l'appel de Cthulhu? Bon, il est temps de te parler de ce qui ne va pas dans le jeu. Tu te rappelles d'elle? Des fois, pour mieux comprendre les choses, il faut commencer par la fin. Quand on parle de folie, il faut que le reste soit cohérent. La pièce incendiée où le fils de Sarah a perdu la vie aurait dû brûler bien plus du manoir. Mais ça s'est arrêté là, à cette pièce uniquement. Comme si une entité supérieure avait envie de faire visiter le manoir à un détective qui allait arriver 3 mois plus tard. La grande faucheuse, elle aussi, a quelques soucis dans la ville de Darkwater. L'officier Bradley, qui a perdu la vie devant nos yeux, se porte comme un charme. Il résiste même mieux à sa zombification que les autres personnes. Et je t'en ai déjà parlé, Alan, pendant l'épisode de Senua. Quand on parle de santé mentale, dans n'importe quelle œuvre, on ne l'utilise pas à la légère. Edward Pierce, lui, semble commencer avec une santé mentale extrêmement basse, pour avoir des visions cauchemardesques en étant éveillé. On pourrait se dire que c'est à cause du gaz vert qui n'arrête pas de respirer, sauf qu'il faisait des rêves du Léviathan de Darkwater bien avant d'avoir mis les pieds dans cette ville. L'appel de Cthulhu a dans son ADN la perte de santé mentale. Ça aurait dû être primordial de centrer le jeu dessus. Non. Revenons sur l'enquête. Elle est inexistante. Edward Pierce est le détective de ce jeu, c'est vrai, mais pas le joueur. En parlant de ça, j'ai essayé de déchiffrer les drapeaux navals dans la maison du capitaine Fitzroy. Ça donne UOM Waters. Ouais. University of Manchester Waters. Soit le jeu nous prémâche l'investigation, soit nous nous retrouvons dans une situation où la cohérence du monde se délite comme un château de sable à grand marais. Les pouvoirs de clairvoyance qu'avait l'air de nous octroyer le Necronomicon nous est ensuite donné tel quel par le Léviathan. On nous montre le monstre. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, Alan, que c'est exactement l'inverse de ce qui représente l'horreur cosmique. Dis-moi, quelle aurait été la différence si c'était un ours qui s'échappait d'un zoo et que le rituel pour le capturer consistait à ramener un employé du zoo pour tirer sur l'ours avec une aiguille soporifique? Si on voit le monstre, ce n'est plus un danger que l'esprit humain ne peut pas comprendre. C'est juste un nouvel animal dangereux. On sort de l'horreur cosmique pour passer à l'horreur. À la fin du jeu, nous avons 4 choix maximum pour décider de l'avenir de l'humanité. Chacun d'entre eux a le mérite de ressembler à une fin Lovecraftienne. Mais aucun d'eux ne permet de sauver Sarah Hawkins, alors que ça semblait être une des promesses du jeu. Pas de secret caché à trouver, il n'y a aucune pointe de lumière dans cette obscurité. Elles sont inutiles et pour certaines superflues. Tu te souviens de Kat ? Tu sais, la femme qui n'a pas cessé d'être notre antagoniste et qui voulait se débarrasser de nous. Non ? C'est normal, je t'en ai pas parlé. Et j'aurais pu enlever d'autres personnes aussi. À peu près toutes. Le jeu ne nous donne pas vraiment le temps de nous soucier d'eux, d'avoir peur pour leur vie. Sauf l'officier Bradley, qui est revivant. Enfin, je crois. Le jeu nous permet de boire. Si, je t'assure Alan, c'est important comme point. C'est important parce que ça nous montre que le joueur n'a même pas l'illusion du choix. Le choix de boire dans le jeu ne permet de débloquer qu'un succès. C'est tout. Et en plus, le succès est de ne pas boire. Et c'est comme ça pour tous les autres choix du jeu. Aucune de nos actions n'a réellement de répercussions ou de conséquences. À part un ou deux, dans un où on ne joue pas réellement Pierce. Je n'ai même pas encore parlé du rythme du jeu, et des scènes où il faut être discret et qui durent des plombes.
S'enfuir de l'hôpital, trouver le vagabond, re-rentrer dans l'hôpital, bannir le vagabond. Le jeu aurait été bien mieux si c'était juste un film interactif et il nous mettait pas 5000 gameplays différents juste pour allonger la durée du jeu. Puis, j'ai relativisé. J'ai regardé les avis des joueurs en ligne. Le jeu, malgré ses défauts, a plu. Personne ne va dire que Call of Cthulhu est son jeu préféré, je crois. Mais les retours pour le jeu n'ont pas été mauvais. Donc il est propice pour moi de voir le jeu sous un autre angle. En tant qu'écrivain en devenir, je vous encourage non seulement à lire de bons livres, mais aussi à lire de mauvais livres, car ils peuvent être plus inspirants que les bons. Pourquoi j'ai une réaction viscérale contre lui ? Parce qu'il avait tout pour faire un bon récit d'horreur cosmique. L'ambiance et les décors de Darkwater sont immersifs. Le récit, malgré les incohérences et le côté brouillon, avait du potentiel. Mais le jeu se perd à vouloir trop montrer. Il s'éparpille à vouloir faire des références forcées au monde de l'appel de Cthulhu, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. La santé mentale qui est primordiale, l'enquête qui doit être réalisée par le joueur, le monstre qu'on aurait dû voir avec les dessins du fils Hawking et jamais directement, l'horreur cosmique aurait été là. Et si le joueur doit faire des choix, il doit y avoir des conséquences. Une autre chose, tu te rappelles des pépites dont je t'ai parlé tout à l'heure ? Il y en a une similaire à Call of Cthulhu, The Seeking City. Les deux jeux sont sortis à une seule année d'intervalle. Et si je devais décrire The Seeking City, je dirais qu'il a toutes les mauvaises caractéristiques que je veux éviter avec mon propre jeu d'horreur cosmique. Pourtant, le jeu a réussi à me divertir de bout en bout. Ce n'est clairement pas un jeu d'horreur cosmique, ni même d'horreur. Mais il a un élément que Call of Cthulhu a oublié. C'est un bon jeu. Si The Seeking City est une balade dans un bon parc d'attractions au thème Lovecraftien, Call of Cthulhu est un mauvais escape game. C'est pour ça que j'ai ce besoin de créer un jeu qui ne soit pas seulement un bon récit d'horreur cosmique, mais aussi un bon jeu vidéo. Un jeu d'horreur cosmique qui ne soit pas juste un nouvel hommage à Lovecraft. Et oui, Alan, l'enquête ne fait que commencer. Call of Cthulhu est un malheureux désastre. C'est le jeu qui a le nom de la licence de jeu de rôle représentant l'horreur cosmique dans ses plus beaux aspects. Mais il veut à tout prix être autre chose. Un jeu grand public. Pas d'horreur cosmique, mais du mystique et de l'horreur simple. De tous les jeux dont j'ai pu te parler, il est le plus éloigné d'enquête d'horreur cosmique. Pourtant, il avait tous les ingrédients pour l'être. Si le jeu avait pris une autre direction et qu'il avait fait d'autres choix, alors peut-être que je ne serais pas ici à me donner comme mission de porter ce chapeau et de mener cette enquête. Donc techniquement, merci. Pourtant, il y a d'autres jeux qui ne parlent même pas d'horreur cosmique et qui le font bien mieux que lui. J'ai omis la seconde partie de ma phrase en début de vidéo. Reviens où tu as commencé ton chemin. Éveille-toi à tes anciennes idées de demain. Sur ta route, tu croiseras de nouveaux chagrins passés. Tu ne dois pas, dans le cas présent, les laisser te terrasser.